Alors ça pose vraiment des problèmes hein, quand on est amateur d'art, parce que, je le dis d'ailleurs dans le texte, aucun de ces auteurs ne prend des croûtins. Ils prennent toujours des grandes œuvres d'art, Donc, comme par hasard, donc il y a un truc qui ne va pas. Comment se fait-il que tous ces gens prennent toujours des grands chefs-d'œuvre? C'est assez étrange. Donc, si l'inconscient est partout le même, donc il faudrait pouvoir produire un livre entier sur l'inconscient des peintures de Montmartre. Or, ils ne le font pas. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas pensé par ces théoriciens. Et les trois modèles. Hein. Je m'excuse, oui. Il y a des choses qui sont de plus en plus confuses du coup. Je ne sais pas de quoi on parle. Et de quoi ces disciplines théoriques et ces systèmes méthodiques parlent. C'est quoi leur objet? Si c'est l'art, le sujet, le jugement esthétique, de goût, je ne crois pas que ce soit ça là, c'est même ce qu'elle dit, oui. Voilà, mais alors que si c'est l'art, c'est trop facile, effectivement, si tous ces systèmes prennent des chefs-d'œuvre qui socialement sont complètement admis, car pour moi, c'est toutes ces disciplines déclarent forfait à partir du moment où il y a une différence entre l'art et la vie. Enfin, c'est là où je ne comprends pas. Et je m'exprime assez mal, en plus c'est terrible. La psychanalyse ne fait pas de différence entre l'art et la vie, au contraire. Non, mais la sémiotique. Sémiotique, oui. Voilà, c'est ça que je trouve qu'elle déclare forfait à ce moment-là. Si un signe est à étudier, est différent, on utilise une méthode différente si on appartient au champ de l'art, mais alors que le champ de l'art est justement quelque chose de plus plastique. C'est une notion qui a changé, évolué, qui varie selon les temps et qui est constamment balancée entre une théorie et une affirmation plastique totale et simple, où les artistes eux-mêmes décident que ça appartient au monde de l'art ou plus. Et voilà, je ne comprends pas qu'on puisse faire l'économie de cette question de oui, mais c'est ce que la notion d'art selon les... C'est ce que j'essaie de démontrer dans mon travail, vous mettez le doigt dessus, c'est que finalement les sémioticiens ils ont fait des analyses d'ailleurs extraordinaires, et parfois on apprend des choses vraiment magnifiques qu'on ne sait qu'avec cette lecture-là, c'est-à-dire si on n'avait pas fait ce système-là de lecture, on n'aurait plus l'apprendre. En revanche, ils ne prennent jamais en question en effet cette dimension plastique, le jugement, le rôle que ça a historiquement, la grammaire des formes, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse que dans la mesure où ça sert leur propos. Et donc là, il y a eu un forfait, même ça je suis d'accord. Moi c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'était assez violent avec tout le monde, mais il y a des textes où on n'apprend vraiment rien sur l'œuvre d'art. C'est-à-dire on apprend des tas de choses, on apprend des choses sur les systèmes, sur le fonctionnement des œuvres, mais pourquoi telle œuvre est meilleure qu'une autre, ça on ne le saura jamais. Ils prennent souvent Kandinsky, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont pris Kandinsky et pas tel truc, ça ils ne le disent pas, ils le volontairement. Et c'est expliqué pourquoi. Quand Aleno dit que c'est de l'ordre de l'empirisme, sur de la subjectivité simple, du quotidien, de la société, pour elle a dit mais ça c'est pas scientifique, on ne peut pas s'appuyer sur ça, alors que le problème pour nous dans les usages quotidiens que nous faisons des œuvres d'art, c'est qu'il faut bien s'appuyer sur des choses très pragmatiques et très concrètes. On ne peut pas partir d'une structure donnée a priori avant toute œuvre d'art, parce que pour eux, le modèle habituel, c'est ce qu'on appelle le carré sémiotique de lecture, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. C'est-à-dire le carré sémiotique, c'est une figure schématique qui explique qu'il y a des rapports de contenu, de signification entre par exemple être et paraître et non-être et non-paraître. C'est des structures de contradiction et d'opposé. Donc à partir de cette structure de contradiction et d'opposé, et d'ailleurs ça marche, c'est ça qui est encore plus aberrant, c'est qu'ils prennent n'importe quelle œuvre d'art et ça marche. Et ça marche parce que de toute façon le système marche avant les œuvres. Je me permets une réflexion, j'ai l'impression que l'art est cette notion la plus floue possible, ce qui permet à toutes les autres disciplines qui viennent s'y prêter que le sujet prétendu être là, et en fait eux-mêmes, et ça permet de mieux se définir, plus le sujet est flou, mais en fait de parler de soi. Et autant pour les disciplines que même pour les artistes, que c'est une notion dans le langage et dans le... c'est même pas un concept cette notion d'art, c'est ça qui reste très flou et génial, ok, mais on parle de plein de choses, on parle de notre parole sur l'art, mais jamais de cet objet un peu, qui n'a pas de définition, et heureusement peut-être, mais soyons peut-être clairs aussi avec ça, ou plus simple, je sais pas. Eux, ils ne donnent pas de définition de l'art, c'est pas leur but. En même temps, on parle comme ça, et c'est tellement trop facile, c'est la limite. Oui, je comprends bien, c'est une contradiction, c'est pour eux, comme je disais tout à l'heure, ils s'intéressent à des chefs-d'œuvre, et en même temps, ils ne se posent jamais la question de savoir si c'est une œuvre d'art, par exemple. Alors que la question se pose peut-être, ou si c'est des œuvres d'art, pourquoi celles-là sont meilleures que d'autres, etc. Alors bon, c'est des choses, je suis d'accord, c'est des choses qui laissent vraiment de côté. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup développé cette idée, c'est qu'on retrouve dans les trois champs ce que j'ai appelé la neutralisation. C'est-à-dire, ils neutralisent des questions, mais volontairement. C'est même un objet de méthode, généralement évoqué, on dirait. Ils neutralisent volontairement ce dont on vient de parler parmi d'autres choses. C'est quelque chose qui est neutralisé, il ne faut surtout pas parler d'évaluation d'appréciation, par exemple.
C'est quelque chose qui ne les intéresse pas, alors pour des raisons diverses, mais ce n'est pas ça le but de leur travail. Donc c'est comme méthode, il s'agit à chaque fois de mettre de côté la question de l'évaluation. Et ça c'est très important puisque ça a duré quand même depuis 100 ans, ces disciplines, et c'est toujours comme ça, ça continue, c'est-à-dire qu'il y a eu des petites nuances, des petits changements, mais face aux œuvres d'art, on est toujours dans la même situation. Les sémioticiens, les phénoménologues ne se posent pas du tout la question de savoir s'il faut, oui ou non, dans une lecture des œuvres d'art, intégrer l'interprétation, intégrer l'évaluation et l'appréciation. C'est quelque chose qu'ils laissent constamment de côté, volontairement. Et c'est là où, si on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit que là, ils se confrontent aux esthéticiens qui, du coup, essayent de donner des réponses à cela, quelles qu'elles soient, à tort ou à raison, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais enfin, il y a une tentative de répondre à cela, alors qu'eux, ils mettent cela entre parenthèses. C'est vraiment une neutralisation, mais volontaire. Donc là, ça pose un vrai problème à l'intérieur des disciplines, et puis du point de vue extérieur, si on est critique d'art ou esthéticien. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème, du coup, qui remet en cause la notion même de scientificité. C'est-à-dire que si un système est vraiment scientifique, il ne faut pas évacuer des questions qui sont posées légitimement, comme l'évaluation par exemple. Donc il faudrait pouvoir l'intégrer. Et eux, ils ont écrit des pages entières là-dessus pour expliquer pourquoi on ne peut pas l'intégrer. Alors, par exemple, Greimas, vers la fin des textes récents qui s'appellent Du Sens, il a essayé d'intégrer la dimension évaluative, alors qui n'était pas le cas au début des années 65-70, il n'intégrait pas du tout cette dimension évaluative d'un objet. Et là, il l'intègre de plus en plus, et les sémioticiens commencent à s'y intéresser. Un autre cas très simple, qui est peut-être plus accessible pour vous, si vous prenez le texte de Barthes à la Chambre claire, que vous avez peut-être eu entre les mains ou vu les photos qu'il a choisies, ce sont toujours des très belles photos. C'est vraiment des photos de photographes très connus. Et à aucun moment, d'ailleurs il le dit dans son texte, à aucun moment il ne prend en compte la question esthétique de la photographie. Ce qui intéresse, c'est ce qui le touche lui, personnellement, subjectivement. Il dit, et donc il prend le parti de ne pas adopter une position d'évaluation de l'appréciation esthétique. Alors que par ailleurs, les photographies qu'il a prises, je ne sais plus qui il y a Mapplethorpe, enfin c'est des artistes très connus, qui sont déjà évalués. Qui sont déjà évalués, donc il y a un vrai problème. Et moi je crois que le nœud de cette question pour un esthéticien ici, c'est ce que je développe dans un travail que j'ai fait depuis peu, sur la théorie de la critique, et dont on parlera d'ailleurs demain ailleurs à nouveau, c'est que justement on ne peut pas séparer une compréhension et une interprétation d'une œuvre, ce que font uniquement les sémioticiens, les psychanalystes et les phénoménologues, c'est-à-dire qu'ils s'en tiennent uniquement à ces deux niveaux-là. Et à aucun moment il n'est question d'évaluation.